Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 8 octobre 2023. Avant de commencer, on va remercier ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec qui nous permettent de produire ces analyses et de continuer ce travail d'information que vous appréciez. Donc, on leur lève notre chapeau, les contributeurs de Radio-Québec. J'avais dit que j'allais le faire en début d'émission. Si vous voulez contribuer au Web Journal de Radio-Québec, il y a les liens en dessous dans les commentaires de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler de ce conflit, en fait, de cette guerre maintenant entre Israël et le Hamas, parce qu'Israël a déclaré la guerre, et donc c'est la première fois en 50 ans qu'Israël entre en guerre. Et c'est en fait, en toute proportion gardée, je veux dire, c'est une réponse. Comment je pourrais dire? Je ne sais pas si je pourrais dire mesurer parce que là, il va y avoir des frappes et tout et mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais c'est-à-dire que c'est la première fois, en fait, c'est la plus grosse offensive depuis, je pense, la guerre de Yom Kippour. Alors là, c'était des pays étrangers qui attaquaient Israël, là, mais c'est la première, c'est la plus grosse offensive, en tout cas du côté palestinien, depuis peut-être la guerre de Yom Kippour là, contre Israël. Et donc, on a déclaré pas juste l'état d'urgence, mais l'état de guerre contre la Hamas. Et donc, je sais que mon analyse aujourd'hui va probablement pas plaire à tout le monde dans ce conflit-là. Je ne parle pas beaucoup du conflit israélo-palestinien. Les côtés sont très tranchés, mais non, j'ai pas mis en route des lives, exactement. J'ai fermé des lives, ça sert à rien. Venez sur Rumble et venez sur Getter, etc. Des lives, ça sert à rien. Alors, donc, vous connaissez Radio-Québec, donc on va produire une analyse stratosphérique, c'est-à-dire on va prendre de la hauteur et du recul sur ce qui se passe présentement. Ça ne sert à rien d'analyser les événements à chaud et puis on n'y comprend rien quand on est collé sur l'actualité. Les événements internationaux, présentement, depuis quelques années, s'inscrivent dans un contexte international de guerre des patriotes contre l'État profond et aussi d'une tentative d'éteindre les feux un peu partout dans le monde. Euh, et donc, je vais situer cette intervention israélienne dans le cadre de la diplomatie Trump qui a pris place au cours des 6-7 dernières années. C'est-à-dire que c'est, selon moi, le dernier jalon pour la paix mondiale. Et je vais utiliser deux exemples pour que vous compreniez où se situe l'analyse de Radio-Québec. Ça va être difficile à suivre encore une fois. Ce sont toujours des analyses qui sont difficiles à suivre au début, mais qui trouvent leur sens par la suite. Et donc, soyez patient avec moi et essayez de suivre. Ben, je veux dire, vous le faites bien, là, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ne soyons pas collés sur les événements et prenons du recul. Et c'est ce que je vais tenter de faire. Donc, premièrement, je suis un peu nerveux parce que le sujet, c'est gros encore une fois, puis je vais encore une fois me lancer. Et c'est encore une fois, je sais que je vais me faire lancer des tomates jusqu'à temps que finalement ça commence à prendre du sens. Rappelez-vous quand la Russie a lancé son intervention spéciale en Ukraine. Tout le monde disait c'était la Troisième Guerre mondiale, voilà, c'est parti, conflit avec l'OTAN, conflit nucléaire, etc., etc. Et qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Je veux dire, j'avais sorti un titre absolument invraisemblable. J'avais dit vers la paix mondiale. Hein? Ukraine, le passage nécessaire vers la paix mondiale. Puis là, ça avait l'air complètement farfelu quand je l'ai sorti. Puis finalement, on s'est rendu compte que ben, ça avait quand même un certain sens, c'est-à-dire passer à une nouvelle structure sécuritaire, décrédibiliser l'OTAN, désactiver les laboratoires biologiques en Ukraine de l'État profond, démanteler l'État profond en Ukraine, qui était une des dernières bases de l'État profond, après la Syrie, après la Corée. Et ce qui est en train de se passer présentement en Israël, ça ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire que c'est un des derniers, c'est en fait le dernier jalon pour la paix mondiale. Allons-y immédiatement, tant qu'à y être, puisque je suis là. Je vais essayer dans ce web journal-ci d'être beaucoup plus concis, puisque le dernier web journal de 2 heures, il y a à peu près 10-15 000 personnes seulement sur Rumble qui ont décroché, qui l'ont pas. Ils ont dit 2 heures, c'est trop long. Alors, on va essayer d'être très concis. Surtout que beaucoup de ce que j'explique dans ce web journal-ci a déjà été expliqué par le passé.
Mais j'ai remarqué sur Twitter, j'avais posé une question, quelle va être mon analyse? Il n'y a pas tant de personnes qui ont été capables de identifier exactement l'analyse que j'allais me proposer ce soir. Et donc, Israël, c'est le dernier jalon d'un programme de stabilisation du système international qui a commencé avec l'Arabie saoudite. Quand Trump s'est rendu en Arabie saoudite, il a fait la danse du sabre avec la famille royale, ce qui a scellé la nouvelle alliance. Il a demandé d'arrêter de financer le djihadisme et c'est ce qui s'est passé finalement. Ça a fait en sorte que ben, les pays de la Ligue arabe, etc., ont commencé à arrêter d'envoyer des djihadistes en Syrie, puisque les États-Unis et la Russie intervenaient, étaient partenaires en Syrie pour réduire l'État islamique, après l'arrivée de Trump, évidemment, parce que l'État islamique, c'était la création d'Obama et de la CIA, etc. Et donc, il y avait cette nouvelle alliance qui avait été scellée à l'Arabie saoudite, avec l'Arabie saoudite, la fin du djihadisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, aux alentours de 2013, 14, 2015 et même 2016, il y avait des attaques djihadistes au couteau partout, à la hache, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, des fusillades. Et suite à cette intervention de Trump en Arabie saoudite, cette manifestation du djihadisme a cessé. Donc, il a stabilisé ça. Il a stabilisé aussi Mohamed Ben Salman en envoyant son gendre, Jared Kushner, livrer une valise de documents à Mohamed Ben Salman, expliquant de quelle façon ses frères, ses cousins, etc., de la famille royale essayaient de le tasser du pouvoir ou préparer un coup contre lui, ce qui a fait en sorte que Mohamed Ben Salman a arrêté une trentaine de membres de la famille royale saoudienne, les a enfermés, etc., dont le prince Ben Talal, qui était propriétaire de Citibank et de Twitter. Et celui-là même qui a vendu, qui a acheté, qui a racheté des actions de Twitter ou qui a vendu Twitter avec Elon Musk, etc. Donc, dans le voyage en Arabie saoudite, Trump a fait passer l'Arabie saoudite de l'État profond du côté des patriotes. Un. Deux, la Corée du Nord, vous l'avez vu, alors que Trump disait qu'il allait faire la guerre, que les médias disaient qu'on était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, finalement, Trump négociait en coulisses, il a stabilisé la Corée du Nord, et il n'y a pas de possibilité de guerre mondiale avec la Corée du Nord. Même chose avec la Syrie. Quand Trump est arrivé, il a dit que Assad pouvait rester, donc il a changé la politique de changement de régime de Obama, qui était de renverser Assad et de faire croître l'État islamique. Trump a dit Assad peut rester et a commencé à intervenir dans le nord du pays avec les Kurdes contre l'État islamique, alors que les Russes travaillaient avec le gouvernement Assad ailleurs dans le pays pour réduire la poche de l'État islamique. Donc, on a eu dans ce conflit-là une alliance russo-américaine contre l'État profond, la manifestation de l'État profond islamique, et il y avait aussi le gouvernement syrien qui était là-dedans, donc les États-Unis qui ont littéralement aidé le gouvernement syrien et qui travaillaient avec l'Iran. Il faut le rappeler parce qu'on plus tard, ça va venir. La Syrie qui était un allié indéfectible de l'Iran, l'Iran qui était un allié indéfectible de la Syrie, il y avait une alliance entre les deux et il y avait les forces Al-Quds et le général Soleimani qui était en Syrie, qui travaillait contre l'État islamique. Et puis donc tout ce beau monde-là a travaillé ensemble pour réduire l'armée de l'État profond en Syrie. Donc stabilisation de la Syrie qui normalement, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, aurait été utilisée comme un casus belli pour une troisième guerre mondiale dans le style La somme de toutes les peurs, le web journal que j'ai expliqué, que j'ai livré la semaine dernière. Et donc, stabilisation de la Syrie, même chose avec stabilisation de l'Iran. On va venir, j'ai des planches parce qu'il faut comprendre, pour comprendre ce qui se passe en Israël-Palestine présentement, il faut comprendre la diplomatie de Trump avec l'Iran. Parce que le Hamas, c'est une création de l'Iran. C'est les deux, c'est un groupe armé qui est essentiellement entraîné, financé et puis armé par l'Iran. C'est une extension de l'Iran en Palestine contre Israël, un peu comme le Hezbollah. Et donc, si on ne comprend pas ce que Trump a fait avec l'Iran, les ententes que Trump a prises avec l'Iran, on ne comprendra pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec le Hamas présentement. Et on ne comprendra pas pourquoi c'est une désescalade mondiale. Ça fait partie de ce plan de stabilisation du monde. Et encore une fois, il faut parler du général Soleimani, de l'Iran, etc. Tout ça s'inscrit, tout ça prend son sens, c'est-à-dire que quand on regarde les 5 dernières années de web journaux de Radio-Québec, ce qui est en train de se passer présentement en Israël, Palestine, c'est dans la continuité de tout ce qui s'est fait, c'est dans la continuité de la diplomatie Trump de stabilisation du système mondial euh, et donc, c'est ça. Donc, stabilisation avec l'Iran, stabilisation, il y avait la partie Ukraine qui a été laissée à Poutine.
Hein, j'avais expliqué que c'est justement vers la paix mondiale. Je disais, dans le cas de l'Ukraine, j'ai dit à plusieurs reprises que c'était le dernier jalon, le dernier bastion de l'État profond à stabiliser, etc. Oui, pour l'État profond, mais il restait un point d'achoppement pour obtenir une réelle paix dans le monde. C'était la question israélo-palestinienne et la question israélo-palestinienne ne peut pas se régler avec le Hamas euh, sur le terrain. Exactement comme il n'y avait pas de négociation de paix au Moyen-Orient et au Proche-Orient possible avec l'Iran si le général Soleimani était dans le coin. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu une frappe à Bagdad, que j'ai dit que ce n'était pas une frappe militaire, c'était une frappe diplomatique. On trouvait la raison pour sortir le général Soleimani, ce qui allait permettre un plan de paix international. Et 3 semaines après que j'ai dit ça, il y avait cette négociation, cette entente entre la Maison-Blanche, Israël et quelques autres pays, les Émirats arabes unis, je pense, plus Bahreïn, peut-être quelque chose comme ça, euh, pour un plan de paix. Et donc, comme le général Soleimani représentait la tendance militante et agressive de l'Iran au Moyen-Orient, expansionniste, qui était un peu partout, hein, Soleimani, il fallait diplomatiquement retirer Soleimani pour qu'il y ait des négociations. Et là, présentement, c'est la même chose, c'est-à-dire pour qu'il y ait de la paix au Moyen-Orient, il faut retirer le Hamas. Et donc, je m'explique, j'ai l'impression que je m'explique mal. J'essaie d'être court. J'essaie d'être court. Des fois, c'est pas nécessairement mieux. Les gens m'ont dit, essaie d'être concis. Et donc, ce qui se passe, donc, pour résumer, ce qui se passe présentement en Israël-Palestine, je vois ça dans la continuité de ce que j'ai expliqué depuis 5 ans. Surtout que, en plus de ça, Q dit, hein, dans un des messages, il dit nous gardons Israël pour la fin et c'est exactement ce qu'on voit présentement. Donc, stabilisation du système international. Euh, je vais aller, vous allez me donner 30 secondes, je vais aller allumer le ventilateur parce que je chauffe déjà et il faisait frais, j'ai fermé le ventilateur et j'ai revu le ventilateur un instant. Voilà. Donc c'est ça. Donc, comme pour l'Ukraine, ça ressemble à la Troisième Guerre mondiale, mais ça mène à la paix et c'est l'aboutissement de 6 ans de diplomatie de Trump au Proche et au Moyen-Orient. Et non, on ne peut pas analyser le présent conflit sans prendre en compte la trame de fond des relations internationales, c'est-à-dire la diplomatie de Trump et aussi d'autres événements comme le retrait du général Soleimani. OK? Il y avait deux façons. Il y a deux choses que je voulais analyser dans le conflit. Je voulais analyser l'événement lui-même, hein, certaines des choses qu'on nous présente, et aussi la signification politique et historique. Donc, en ce qui concerne l'événement lui-même, Israël était manifestement au courant de l'attaque, hein, et soit a géré d'une certaine façon qu'il a soit encouragé l'événement ou l'a laissé faire. Parce que la frontière, par exemple, entre Gaza et Israël, c'est la frontière la plus protégée, la plus surveillée du monde. Il n'y a rien de plus surveillé, de protégé que cette frontière-là. Et là, il y aurait des centaines de militants qui seraient passés comme dans du beurre et qui, Israël n'aurait pas les caméras thermiques, rien n'aurait fonctionné et on aurait laissé ces gens-là rentrer et commettre leurs crimes. Ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Ça n'a aucun sens. Ça n'a du sens que si on comprend, par exemple, ce que dit l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Il dit c'est notre 11 septembre. Et qu'est-ce que c'est un 11 septembre? Un 11 septembre, c'est un événement sécuritaire catastrophique qui permet à un pays de prendre des moyens extraordinaires pour gérer sa défense. Et c'est ce qu'Israël va faire. Et c'est ce qui va permettre à Israël, finalement, c'est un 11 septembre, donc, et comme un Pearl Harbor, et c'est ce qui va permettre à Israël d'aller en profondeur à Gaza et de détruire finalement ce qui reste du Hamas, de se débarrasser du Hamas pour paver la voie à des négociations par la suite et une stabilisation, une paix au Moyen-Orient qui ne serait pas possible avec le Hamas. C'est exactement ce que j'avais dit avec le général Soleimani. Et tout ça est probablement et très certainement comment je pourrais dire accepté
et a été probablement entendu à l'avance avec l'Iran. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, il faut revenir à ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises. L'État profond a tenté de faire en sorte que les États-Unis rentrent en conflit avec la Corée du Nord, entrent en conflit en Syrie. Ils voulaient des troupes au sol, hein, boots on the ground en Syrie. Ils voulaient faire en sorte que Trump s'embourbe dans un conflit et que ça lui fasse perdre de la popularité et que ça déclenche une réaction en chaîne avec d'autres pays qui embarquent, etc. Il y a un conflit généralisé. Or, Trump a, donc ça s'est passé en Corée, ça s'est passé en Syrie et ça a été à son apogée avec l'Iran. L'État profond a tout fait en sorte, a tout fait pour faire en sorte que les États-Unis rentrent en guerre avec l'Iran. Et encore une fois, je vais repasser les événements de l'année 2019 parce que j'étais en 2019, c'était avant la pandémie de COVID, j'étais bien en touche sur ces événements-là. Il y a eu plusieurs événements sécuritaires avec l'Iran en 2019 et à chaque fois, les États-Unis ont été tentés d'entrer en guerre. Les médias ont essayé de faire en sorte que Trump intervienne et Trump s'est toujours retenu. Il a toujours évité d'entrer en guerre. Okay? Donc, il y a eu cette attaque contre le pétrolier japonais. Japanese oil tanker owner disagreed with US military that a mine caused the near blast. Donc, le propriétaire du pétrolier japonais dit que c'est un missile, c'est pas une mine, comme disaient les États-Unis. Donc, les États-Unis qui ont essayé de minimiser un peu l'événement, ils se sont fait quelque chose a tiré des missiles sur un pétrolier japonais dans le Golfe Persique. Hein, ici, Japanese tanker owner contradicts US officials over explosive in Gulf of Oman attack. Et donc, normalement, les États-Unis sont chargés de la sécurité hein, dans les voies internationales où les pétroliers passent, etc. Et une attaque comme ça aurait normalement dû provoquer une réponse américaine. Or, Trump n'est pas embarqué. Il y a eu d'autres provocations, par exemple ici, des attaques de drones contre des installations, des raffineries saoudiennes. Hein, two major Saudi oil installations hit by drone strikes and US blames Iran. Donc, ils ont blâmé l'Iran, mais finalement, ils n'ont rien fait encore une fois. Et à chaque fois que les journalistes, à l'époque, il y a des web-journaux là-dessus, vous pouvez les retrouver sur Odyssey. À chaque fois que les journalistes essayaient de coincer Trump, faire en sorte est-ce que vous allez intervenir, etc., puis ils calmaient toujours le jeu, ils disaient non, nous n'allons pas intervenir, etc. Donc, Trump a eu la chance d'attaquer l'Iran à plusieurs reprises. On lui a servi une cause, la cause d'un conflit, les raisons d'intervenir sur un plateau d'argent, et il n'a jamais mordu à l'hameçon. Donc, il a toujours essayé de garder la paix parce qu'en coulisses, il y avait des négociations avec l'Iran. Donc, ici, ce sont finalement les Houthis du Yémen qui ont pris la responsabilité de l'attaque sur les raffineries, alors que c'était complètement ridicule. Et j'avais dit à l'époque qu'il y avait comme un acteur invisible au Moyen-Orient qui agissait pour créer des étincelles et faire partir le feu. Après ça, il y a eu ce que j'essaie d'établir ici, c'est les bons rapports entre Trump et l'Iran et que Trump a toujours joué net avec l'Iran et qu'il a toujours évité le conflit avec l'Iran parce qu'il y avait des négociations coulisses et que Trump cherche la paix. Donc, ici, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans ce web journal-là ici. Trump, Iran, la Troisième Guerre mondiale, et j'expliquais justement que ce n'était pas le cas. C'était en 2019 que Trump cherchait la paix. Donc, ici, l'Iran qui frappe un drone américain au-dessus de l'espace aérien international. C'est une attaque sans justification, unprovoked attack, USA, etc. Et là, finalement, là c'était comme c'était la 3e ou 4e fois que l'Iran provoquait les États-Unis. Ce n'est pas l'Iran, hein. C'est l'État profond, les forces de l'État profond à l'intérieur de l'Iran qui tiraient des missiles sur les pétroliers, qui envoyaient des drones sur les raffineries, qui abattaient des drones américains au-dessus de l'espace international pour qu'il y ait un conflit entre le gouvernement iranien et le gouvernement américain. Or, les deux gouvernements n'ont jamais mordu à l'hameçon. Sauf que dans ce cas-ci, Trump a finalement envoyé les bombardiers. Il a envoyé des B-52 avec des missiles cruise. Et après avoir négocié avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer à la Maison-Blanche, et là, on les voit quand Trump envoie les bombardiers, finalement, pour bombarder l'Iran. Et là, ils ont leur conflit. Ils les ont filmés. Il y a quelqu'un avec une caméra à la Maison-Blanche qui a filmé Nancy Pelosi en train de danser parce qu'elle avait finalement son conflit avec l'Iran. Je vous montre la vidéo.
Oups. How would I say this? Check. How would I say this? Check. Ici, on la voit juste applaudir, mais elle a fait quelques pas de danse auparavant dans une autre coupure du vidéo. Et donc, ils étaient contents d'avoir leur conflit avec l'Iran. Trump allait s'embourber, il allait avoir des morts, ça allait potentiellement provoquer une troisième guerre mondiale. Et Trump a été capable de, en fait, à la dernière minute, 10 minutes avant l'envoi des missiles, il a rappelé les bombardiers. Trump says he called off strike on Iran because he didn't see it as proportionate. Donc, il a rappelé les bombardiers à la dernière minute. Et tout ça, c'est parce que Trump avait lu à l'époque, Trump était au courant, en fait, de la stratégie d'engrenage du conflit, hein, qu'on voit dans le film 13 Days. 13 Days, c'est les 13 jours de la crise des missiles de Cuba et la raison pour laquelle, finalement, JFK et RFK, le père de l'autre, ont agi de la façon dont ils ont agi. C'est pour empêcher l'escalade avec la Russie et faire en sorte que il n'y a pas de troisième guerre mondiale parce qu'on était sur le bord de la troisième guerre mondiale à ce moment-là. Et la raison pour laquelle JFK, à ce moment-là, a pris des moyens extraordinaires pour éviter le conflit, c'est qu'il avait lu le livre Guns of August. Le livre Guns of August explique comment la Première Guerre mondiale a été déclenchée. Alors que personne ne voulait la guerre, la Première Guerre mondiale a été déclenchée par des espèces de mécanismes automatiques d'alliance, de si un tel se fait attaquer, l'autre embarque, et puis là, dès qu'un coup de feu est tiré, on monte dans un état de guerre, etc. Et donc, c'était les automatismes qui ont provoqué la Première Guerre mondiale alors que personne ne voulait la guerre. JFK avait lu ce livre-là et était il était très, comment je pourrais dire, il a été très prudent dans sa façon de gérer la crise des missiles de Cuba. Et Trump, lui, s'est inspiré avec l'Iran, s'est inspiré de 13 Days. Et il voyait bien que l'État profond essayait de le faire entrer en guerre, le faire entrer dans un engrenage d'où il ne pourrait pas sortir, où il allait s'embourber, il allait avoir des morts, une extension du conflit, Troisième Guerre mondiale, etc. Il a été très, très, très habile pour ne pas embarquer là-dedans. Après ça, il y a eu, rappelez-vous, il y a eu la frappe sur Soleimani, et puis puis là, je vais en parler, et puis là, immédiatement après, un petit peu plus tard, dans le mois de janvier, il y a cet avion avec des scientifiques, cet avion ukrainien avec des scientifiques qui a décollé de Téhéran et qui s'est fait abattre à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de la tour de contrôle. Iranian commander sentenced to 13 years for shooting down a passenger plane. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle des systèmes de missiles en Iran puis qui a abattu cet avion-là. Et encore une fois, tout le monde disait à Trump, regarde, les Ukrainiens sont odieux, ils abattent des civils comme ça, etc. Est-ce que vous allez entrer en guerre? Et Trump disait, non, 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 je ne veux pas entrer en guerre. Trump says Iran is standing down, vows to continue pressure. Il est arrivé avec des mots durs contre l'Iran, l'Iran, faites attention, etc. Et finalement, il dit, l'Iran s'est calmé, tout ça, et il n'y a pas eu d'entrée en guerre. Ouais, comme... Iranian plane crash, Western powers suggest missiles down jet. Et finalement, ils ont fait passer ça sur le dos d'un commandeur qui avait fait une fausse manœuvre et que le missile était parti, ça avait abattu l'avion. Mais il y a eu tout ça pour dire qu'en 2019, il y a eu cette tentative par tous les moyens de faire en sorte que les États-Unis et l'Iran entrent en guerre. Et Trump a toujours été très, 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 très prudent pour qu'il n'y ait pas d'escalade, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et parce qu'il y avait des négociations avec l'Iran. Et encore une fois, ce qui est en train de se passer en Palestine, ça fait partie de cette stabilisation du Moyen-Orient et des négociations qu'il y a eu avec l'Iran pour sortir le Hamas de l'échiquier. Et encore une fois, par exemple, je sors cette une-là ici. Si tu négocies avec Trump, hein, si tu négocies avec les États-Unis, tu ne leur fais pas vraiment confiance. T'es l'Iran, tu ne leur fais pas vraiment confiance. Tu vas leur dire, donnez-nous une preuve de votre bonne volonté. Et donnez-nous une preuve de votre bonne volonté. Donnez-nous, par exemple, la liste des agents américains de la CIA en Iran. Hein? Or, durant cette période-là, en 2019, l'Iran, réseau de la CIA démantelé en Iran, 17 arrestations. 17 arrestations
des condamnations à mort, etc., etc. Et donc, ici, ça, c'était alors que ça chauffait partout. Ça, c'est probablement le geste de bonne volonté que Trump avait offert à l'Iran, en plus de ne jamais céder à la tentation d'entrer en guerre contre le pays. Après ça, il y avait eu la frappe contre Soleimani. Et encore une fois, la frappe de Soleimani, vous devez la comprendre, on doit la comprendre dans le contexte du fait que Trump a tout fait pour éviter la guerre pendant une année au complet. Il a tout fait pour éviter la guerre. Il a eu plein de possibilités d'entrer en guerre. Et là, on essaie de nous faire croire qu'alors il marchait sur des œufs et il a tout fait pour éviter les obstacles pour entrer en guerre, il aurait frappé de façon ostentatoire, belliqueuse, etc., le plus grand général iranien et de facto causé un casus belli, une raison pour l'Iran d'entrer en guerre. Frapper un général comme ça, qui avait été l'allié objectif des États-Unis en Syrie. Hein. Comme je l'ai dit au début, le général Soleimani faisait partie de la coalition avec la Russie, avec les États-Unis pour se débarrasser de l'État islamique. Il avait un passeport diplomatique, la liberté de circulation, c'est-à-dire qu'il passait, son avion atterrissait à Bagdad pour aller vers la Syrie, etc. Il voyageait partout en Irak et sans être embêté parce qu'il avait un passeport diplomatique, il avait un sauf-conduit, les Américains le laissaient passer, etc. Il y avait cette entente-là, c'était un allié objectif. Et là, on nous dit que les Américains auraient fait ça, auraient pris la chance de, pour aucune raison valable, de tuer Soleimani et de déclencher la Troisième Guerre mondiale que Trump venait de passer une année à essayer d'éviter avec l'État profond. Vous voyez que ça n'a absolument aucun sens. Et donc, à l'époque, j'avais dit que c'était plutôt pour négocier une paix durable et qu'on avait, étant donné que Soleimani était le lion du Moyen-Orient et qu'il intervenait partout et qu'il était l'agent de l'influence extraterritoriale de l'Iran, de la Palestine jusqu'au Yémen, jusqu'en Syrie, etc., il fallait, pour pas que l'Iran perde la face dans une stabilisation du Moyen-Orient, retirer Soleimani de l'échiquier et donc feindre sa mort. Est-ce que l'Iran n'aurait jamais autorisé une frappe comme ça contre un des siens? Et donc, c'était probablement une frappe fabriquée, là, comme on l'en voit. Okay? Et donc, Soleimani sorti de l'échiquier, immédiatement, est-ce que je l'ai mis ici? 3 semaines après, Trump, Israël, Palestine, le deal du siècle. Donc, j'avais dit, je disais, ils ont pas frappé Soleimani. Ils retirent Soleimani pour préparer la paix au Moyen-Orient, pour des négociations de paix. 3 semaines après que j'ai dit ça, ils nous sortent un plan secret, comme si on m'avait envoyé le texte. Comme si on m'avait envoyé le texte, je l'ai annoncé. 3 semaines après, ça arrive. Le Trump Peace Plan avec Netanyahou et d'autres personnes du Moyen-Orient, d'autres... je pense qu'il y avait l'Arabie saoudite là-dedans, il y avait les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc. Mais ça a été rejeté par les Palestiniens. La Hamas, à l'époque, avait rejeté, etc. Et donc, c'est ça. Soleimani, c'était l'élément dur de la politique étrangère iranienne et c'était l'élément dur dont il fallait se débarrasser, c'est-à-dire se débarrasser au sens de écarter de l'échiquier, écarter de l'équation politique pour arriver à une possibilité de paix. Eh bien, aux États-Unis, et là, l'Iran avait rappliqué, rappelez-vous, c'était comme... ils venaient de se faire frapper leur plus gros général, la fierté de l'Iran, le lion du désert, Soleimani. Et là, ils ont envoyé quelques missiles sur une base américaine qui ne fait aucun mort. Alors que c'est une déclaration de guerre. Si ça avait été vrai, ça aurait été une déclaration de guerre. Ça aurait été une vraie frappe sur Soleimani. S'il était vraiment mort, ça aurait été une vraie déclaration de guerre de la part des États-Unis. En relations internationales, c'est ça, une déclaration de guerre, là. Et l'Iran aurait pu tirer, par exemple, un missile sol-mer et couler des bateaux américains dans le Golfe Persique, etc. Mais non, ça aurait été proportionnel. Tu te fais frapper un général, tu coules une frégate américaine, ou même plus, tu sais. Ça aurait été proportionnel. Mais non, ils envoient quelques missiles sur une base américaine qui ne fait aucun mort. Alors que l'Iran, la force de l'Iran, c'est les missiles. Ils auraient pu oblitérer complètement une base américaine. Mais là, c'est ça, ça n'a fait aucun mort. Oui, c'est une petite tape sur les mains comme ça pour montrer qu'il y a eu une riposte. Et finalement, l'histoire est tombée dans l'oubli.
Il y a des gens qui disent que les Américains ont assassiné Soleimani, mais pas du tout. Trump a passé 1 an à essayer d'éviter la guerre et juste regarder la réponse de l'Iran et tout ça. Et j'avais dit à l'époque que les gens me demandaient comment est-ce possible, etc. Je dis, il y a des communications en coulisses, là. Exactement comme dans 13 Days, JFK a envoyé son frère, justement, Bobby Kennedy, discuter avec l'ambassadeur de Russie, c'est-à-dire que JFK ne faisait pas confiance à la structure du gouvernement américain. Et donc, il a pris la personne en qui il avait le plus confiance, Bobby Kennedy, le père de RFK Jr., là, et il l'a envoyé directement parler à l'ambassadeur russe. Et c'est comme ça qu'ils ont été capables d'éviter le conflit. Ils se sont parlé en coulisses. Hein, c'est ce qu'on appelle des back channels. Et j'avais dit, il y a des back channels. Ils sont capables de l'éviter. Il y a un téléphone rouge, il y a des back channels, etc. Et c'était sorti plus tard, fin janvier, qu'il y avait effectivement des back channels. Hein. Back channels, here's how the United States and Iran communicate. Et donc, tout ça a été convenu. Tout ça a été convenu. Mais j'explique tout ça pour dire que les États-Unis et l'Iran ont collaboré et ont travaillé ensemble pour la paix. Les États-Unis ont évité, évidemment, ça ne peut pas se dire parce que l'Iran, c'est un méchant pays, hein, qui brûle les drapeaux américains et tout ça, mais en diplomatie internationale, ça se situe à un niveau un peu plus haut. Et quand on parle de paix mondiale, là, c'est ça. J'ai dit que les États-Unis n'interviendront jamais en Iran. Tout le monde dit... il avait même nommé John Bolton, je ne sais pas ce que je l'ai, John Bolton, pour faire croire qu'il allait attaquer l'Iran. J'ai là quelque part, John Bolton. Est-ce que c'est ici? Non. John Bolton. Ici. Lui, John Bolton, c'était un néoconservateur, c'était un faucon. Et en 2019, Trump avait remplacé l'ancien directeur, c'est pas directeur, c'est le chef National Security Council, National Security Advisor, et avait placé John Bolton. Et là, tout le monde pensait que Trump allait attaquer l'Iran parce que Bolton, c'est un faucon qui voulait attaquer l'Iran. Mais Trump a juste placé Bolton là pour faire croire qu'il allait attaquer l'Iran, alors qu'en coulisses, il y avait des canaux de communication en coulisses et qui négociaient avec l'Iran et qui évitaient à tout prix le conflit. C'est toujours comme ça que Trump opère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe en avant de la scène pour les médias, etc. Oui, oui, on s'en va en guerre, comme avec Kim Jong-un et tout ça. Oui, oui, on s'en va en guerre et tout ça, comme lorsqu'il a envoyé des Tomahawks en Syrie. Hein, tout le monde a dit, c'est la Troisième Guerre mondiale. J'ai dit, je l'ai montré plusieurs fois la vidéo. Je disais, non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Ils ont averti les Russes et les Syriens avant de lancer les missiles. On va frapper quelqu'un en gare, etc. Et finalement, c'était une petite tape sur la main, rien du tout. Même chose. Donc, il y a ce qui se passe en avant de la scène et il y a ce qui se passe en coulisses. C'est toujours comme ça avec Trump et c'était comme ça avec l'Iran. Donc, en avant de la scène, il y avait John Bolton qui disait on va attaquer, qui menaçait l'Iran. Et en coulisses, Trump faisait tout pour éviter le conflit. Donc, il y avait des bonnes relations avec l'Iran et il a probablement donné aussi la liste des 17 agents de la CIA en Iran en gage de bonne volonté. Donc, après tout ça, on retire le général Soleimani pour faire place à un plan de paix. Et maintenant, ce qu'on voit présentement en Israël avec le Hamas, c'est que c'est exactement ça, à mon sens. Donc, c'est un conflit qui est la sixième et dernière pierre, la pierre angulaire de la paix mondiale pour la stabilisation du système. L'Ukraine, c'est pratiquement réglé. L'OTAN a perdu. Et là, il reste la Palestine-Israël. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme avec l'Iran et Soleimani, l'élément radical, l'élément dur dans tout ça, c'est le Hamas, contrôlé par l'Iran. Et c'est justement le Hamas dont on essaie de se débarrasser. Ils ont déclaré la guerre pour pouvoir se débarrasser du Hamas, pour aller en profondeur, pour aller jusqu'au bout, pour finir la job, pour finir ce qu'ils n'ont jamais été capables de terminer. Et donc, ça va durer un certain temps et ça va se solder par la fin du Hamas. La fin du Hamas, parce que... OK. Je ne sais pas si... je n'étais pas super à l'aise aujourd'hui, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. Sixième et dernière facette du plan de paix international, ce n'est pas une guerre, on s'en va vers la paix. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, on s'en va vers la paix. On n'est pas aux portes de l'enfer, comme le dit mon titre. Et pour arriver à une paix négociée avec l'autorité palestinienne, pour que l'autorité palestinienne accepte une paix, il faut se débarrasser de l'élément radical qui est le Hamas. Et pour se débarrasser de l'élément radical qui est le Hamas, je ne sais pas comment ils le font, on pousse le Hamas à faire une attaque, qu'elle soit vraie ou fausse, là. OK? On trouve une justification qui fait en sorte que
avec une attaque comme celle-là, là, on trouve une justification qui fait en sorte que l'État israélien est capable d'intervenir comme si c'était leur propre 11 septembre, leur Pearl Harbor. On n'a jamais été attaqué comme ça et de finalement en finir, avoir les mains libres pour en finir avec le Hamas. Si tu n'as pas un événement comme ça qui permet aux Israéliens d'intervenir en profondeur et intensément et beaucoup, ils auraient énormément de difficultés à trouver la légitimité internationale pour le faire. Et là, maintenant, étant donné que c'est le Hamas qui a attaqué en premier, puis que l'attaque est sans précédent, et que c'est le 11 septembre israélien, et qu'il y a des otages et tout ça, bon, là, ils sont justifiés d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont été la victime. Ils ne sont pas les agresseurs, c'est la victime, et il faut se débarrasser du problème du Hamas une fois pour toutes pour obtenir la paix. Okay? Donc ça, c'est la signification politique et historique de ce qui est en train de se passer là-bas. D'autant plus que cette attaque du Hamas-là ne sert aucun objectif politique réel. Est-ce que, tu sais, une attaque d'envergure comme ça, est-ce que, je veux dire, normalement, il y a comme, il y a l'air d'avoir aucun objectif, ça arrive comme un cheveu tombé sur la soupe. Et comme le dit cette soldate israélienne, elle a travaillé à la frontière, elle dit c'est la frontière la plus protégée au monde et c'est impossible de passer. Donc, les services de renseignement israéliens savaient, comme au 11 septembre, ils savaient, ils ont laissé faire et quand on laisse faire comme ça, ça s'inscrit dans une guerre de 5e génération. On gère les perceptions. Tu les laisses entrer, par des transmissions de renseignements, tu dis il y a une ouverture à telle place pour rentrer. Tu crées toi-même la faille dans ta frontière. Tu les laisses rentrer. L'Iran les a peut-être même incités à le faire, parce que moi, je pense que présentement, l'Iran et la Syrie lâchent le Hamas. Il y a un plan de paix international au Moyen-Orient et l'Iran et la Syrie ont décidé de lâcher le Hamas, c'est-à-dire qu'ils voient un Moyen-Orient au-delà de ça. Ils voient que le Hamas est toujours braqué avec ses missiles et tout sur Israël et qu'il y aura le Hamas qui dit qu'il n'y aura jamais de paix. Mais tu ne peux pas avoir une organisation qui dit qu'il n'y aura jamais de paix tant qu'on ne retrouvera pas tout notre territoire. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves, pour qu'il y ait une paix, il faut que tu enlèves l'élément radical comme avec Soleimani. Et donc, les instances irakiennes, les instances syriennes, la Syrie qui a bénéficié de l'aide américaine avec Trump et de Poutine. Tu sais, c'est Trump qui est arrivé et qui il a dit Assad peut rester. Vous comprenez? Donc, si Trump dit Assad peut rester, on n'essaie plus de renverser Assad, on n'essaie pas d'entrer en guerre avec l'Iran, on vous donne la liste de nos espions, on est en train de tout apaiser le Moyen-Orient. Et là, il y a comme, il reste Israël-Palestine, et Israël-Palestine, le caillou dans le soulier, c'est le Hamas. Et donc, à un niveau supra-étatique, à un niveau, au niveau des chancelleries en Syrie et en Iran, ils ont probablement décidé de laisser tomber le Hamas. Ils ont même peut-être dit, ils les ont peut-être même encouragés à lancer cette offensive. Là, c'est de la stratégie. Hein. Là, ici, il faut penser comme un militaire, il faut penser comme... C'est-à-dire que c'est le genre de truc qui se passe quand on étudie en profondeur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la pensée stratégique dans des conflits d'envergure comme ça en relations internationales, c'est des choses qui se peuvent, qui se font, qui sont courantes. Mais si on a la pensée d'un genre de monsieur et madame tout le monde qui écoute La poule aux œufs d'or avec Guy Mongrain, c'est inconcevable. Mais c'est ça. Quand on étudie les relations internationales, si on veut bien comprendre, il faut clic, changer de perspective, changer de lunettes, mettre les lunettes de la pensée stratégique de haut niveau et de ces petites organisations-là qui sont financées, entraînées par les États, les organisations terroristes, des organisations radicales, militantes, à gauche et à droite, qui sont le reflet de l'influence de certains États et de quelle façon les États qui financent, entraînent et puis informent ces organisations-là peuvent, selon leur intérêt national, les lâcher, les encourager, les lâcher, etc. Et là, présentement, pour régler la question palestinienne, israélo-palestinienne, il faut lâcher le Hamas. Et ce qu'on voit présentement, c'est le règlement de tout ça. Et malgré les protestations, parce que l'Arabie saoudite et puis d'autres pays ont protesté l'intervention israélienne et tout ça, et l'Iran dit
les Palestiniens ont le droit de se défendre, etc. Ça, c'est ce que vous avez. Ça, ce sont des déclarations officielles. C'est de la diplomatie. En coulisses, tout le monde au Moyen-Orient sait qu'il y a un plan de paix. Tout le monde au Moyen-Orient sait que, par exemple, comme l'Iran, là, que les États-Unis de Trump veulent stabiliser la région, que Assad peut rester, mais qu'Israël a besoin de garanties et qu'Israël ne pourra jamais faire la paix avec un couteau, toujours avec un couteau sur la gorge, etc., le couteau du Hamas, et donc il faut réduire le Hamas. Donc c'est pour la paix mondiale. OK? Ukraine, le passage nécessaire vers la paix mondiale, eh bien c'est exactement ça ici. C'est vers la paix mondiale. Le passage nécessaire, c'est le retrait du Hamas pour une négociation stable, une stabilisation de la région. Et c'est exactement comme Soleimani, on enlève les éléments radicaux. OK? Oui, je vois mes questions sur Rumble. Je regarde parce que j'ai de la misère aujourd'hui, fait que j'essaie d'être concentré, mais je vois les questions sur Rumble. Ouais. OK. Et donc, après ça, là, je dis guerre de cinquième génération. Il faut, encore une fois, il faut sortir de l'événement. On va terminer rapidement. Il faut sortir de l'événementiel parce que là, on voit des frappes, on voit des missiles, on voit des trucs, etc. Il faut juste se rappeler qu'on est en guerre et que depuis des années, on fait face à de la propagande de guerre, des images de synthèse. Lors du conflit avec l'Ukraine, on a vu des images de jeux vidéo qui ont été utilisées par les grands médias. Rappelez-vous, tous ces morts subites en Chine, là, en 2019, début 2020, qui étaient censés mourir d'une étrange maladie qui faisait 3,5 de taux de mortalité, finalement. C'était tout du pipeau. Les images, beaucoup des images qu'on voit sont arrangées. Il y a une quantité industrielle d'images en Syrie qui étaient arrangées. Par exemple, si vous voyez les casques blancs, vous voyez en haut, ils sont en train de sortir quelqu'un des décombres et juste quelques moments plus bas, quelques instants plus tard, plus bas, vous le voyez comme en train de poster sur Facebook, genre « Ouais, je suis en Syrie, là. » On fait le travail des casques blancs, les casques blancs qui ont monté plusieurs de ces opérations-là, qui travaillaient conjointement, qui étaient conjointement avec le Mossad et le MI6 en Angleterre, les services secrets britanniques, et Trump qui a gelé les fonds pour les casques blancs parce qu'il savait que les casques blancs, ce n'étaient pas des casques blancs, c'était des organes de l'État profond. Entre autres pour de la propagande de guerre. Rappelez-vous de la propagande de guerre, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, on avait les preuves, hein? Rappelez-vous, on avait les preuves. Rappelez-vous aussi le Viagra que distribuait Kadhafi. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un soldat. On avait trouvé du Viagra dans la poche d'un soldat. Et sinon, c'était arrivé à l'ONU. L'ONU disait que Kadhafi distribuait du Viagra pour les viols à ses troupes pour aller violer les femmes. Rappelez-vous l'angle parfait pour Mohamed Merah. Rappelez-vous, il y en a tellement. Les vidéos de l'État islamique, entre autres. Restons au Moyen-Orient, là. Les vidéos de l'État islamique. Regardez ça ici. Regardez les deux Japonais. On nous présente ça comme si c'était dans le désert, mais vous voyez bien l'ombre sur le cou de un et l'ombre sur le cou de l'autre. Les deux, c'est comme s'il y avait deux soleils. Hein? Il y en a un que l'ombre est à gauche, l'ombre est à droite. Tout ça était répertorié par un site qui s'appelait Site Intel Groups, qui est un groupe mené par une ancienne des services secrets israéliens, Rita Katz qui publiait les vidéos de l'État profond. Hein, ça venait, les vidéos de l'État islamique, je dis de l'État profond. Les vidéos de l'État islamique, qui étaient des vidéos de très haute qualité, HD, etc., étaient relayées par le site Site, l'intelligence israélienne, et donc énormément de manipulation en temps de guerre. Je vais juste vous montrer comme il y a beaucoup d'exemples de ça. Hein. Par exemple, encore une fois, rappelez-vous l'Ukraine qui accusait la Russie de génocide après avoir bombardé un hôpital pour enfants. Rappelez-vous de ça, hein, hôpital pour enfants. Or, on a appris par la suite que de la bouche même des personnes qui étaient dans la vidéo que l'hôpital était désaffecté. Rappelez-vous aussi, c'est au mois de septembre, il y a un mois, un missile russe qui frappe le marché ukrainien.
Hein? Et là, tout le monde a condamné la Russie comme si la Russie attaquait les civils. Finalement, on s'était rendu compte, ça c'est le New York Times, les preuves montrent que le missile ukrainien, c'est un missile ukrainien qui a causé la tragédie au marché. Donc, c'est l'Ukraine qui tire sur ses propres troupes, sur sa propre population. Ici, Ukraine, ça c'est Amnesty International, l'Ukraine, les tactiques de guerre de l'Ukraine mettent en danger les civils. Ah oui, ils placent leurs batteries de mortier sur des édifices résidentiels, etc., etc. Donc, la propagande de guerre, les images de synthèse, appelez-vous aussi ce qu'on on essaie de nous faire avaler comme un incendie de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, qui était juste un mégot. Les mensonges, c'est-à-dire que je veux juste qu'on soit prudent quand on voit les images, parce que c'est comme s'il faut refaire le travail à chaque fois. Il faut sortir de l'événementiel, de « Ah, qu'est-ce qui se passe? » etc. Il faut toujours comprendre qu'on a en face de nous une bête qui est par essence menteuse et manipulatrice. Et je vais vous montrer un exemple de ça ici. La toute première otage. OK? Donc, la très sexy Noah Argami, hein, comme espèce de super mannequin. Évidemment, on prend un super mannequin et puis là, elle se fait arrêter. Puis c'est « Non, ne me tuez pas, don't kill me. » Et puis, tu sais, c'est une belle jeune fille. Là, tu sais, c'est le genre de jeune fille que tu as envie de laisser tomber ton sac à dos puis tout de suite aller la sauver. Là. Puis là, tu la regardes, tu dis « Non! » Tu sais, c'est... Je ne devrais pas rire parce que... Mais ça a l'air totalement... tu regardes la vidéo puis c'est totalement cousu de fil blanc. Je vous montre le vidéo où est-ce qu'elle se fait enlever par les gens du Hamas. Non, non, ne me tuez pas, etc. Et là, le plus étrange, tu sais, probablement ça a l'air fake. Ils prennent une fille qui est comme adorable, à qui ils prennent c'est pas l'Israélienne ordinaire, là. Et puis, mais le pire là-dedans, c'est les gars du Hamas. Dans la vidéo, il y a, est-ce que je la remontre? Il n'y a aucun des gars du Hamas qui a d'armes. Ils n'ont aucune arme, puis ils sont à visage découvert. Les gars du Hamas, c'est ça, là. C'est toujours avec une cagoule, à part l'aile politique, avec les cravates qu'on voit. Tous les autres militants du Hamas sont toujours en cagoule comme ça. Ça, c'est le Hamas. Et là, on nous montre... oups, c'est pas ça ici. Regardez. Donc, ils sont en moto. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas d'armes. La fille dit « Non, ne me tuez pas. » C'est comme la princesse là, qui est, « Viens me chercher, mon prince charmant. » Regardez ça. Tous les militants du Hamas, visage découvert, aucune arme. Le gars, il est tenu par une personne. Il est plus grand que les personnes qui le retiennent. Il est tenu par une personne. Ouais, ce que je veux dire. Donc, il y a un ensemble de trucs qui... Certaines des... Et c'est ça, c'est comme la petite photo du petit garçon mort sur une plage turque, là, Aylan, je ne me rappelle plus, là, qui avait justifié la migration de masse en Allemagne en 2015. On utilise et l'armée israélienne et le Mossad sont spécialistes là-dedans, les opérations d'information, ils en font une spécialité. Ça vient presque de eux, là. Et donc, cette vidéo-là, et là, on voit ailleurs sur d'autres vidéos, on voit le père qui pleure « Oh, on m'a enlevé ma fille, etc. » Alors que les militants du Hamas, visage découvert, comme ce gars-là qui conduit la motocyclette, là, c'est-à-dire totalement caricatural. C'est presque comme les Arabes dans les films d'Hollywood dans les années 70. Là. Un gros méchant qui enlève une belle jeune fille, et puis il n'y a personne qui a de masque, personne qui a de Kalachnikov. Le gars, le chum de la fille est comme 2 fois plus gros que ceux qui le retiennent, mais il ne fait rien. Et puis, bon. Il n'y a pas juste ça, il y a aussi des vidéos où on nous présente certaines démolitions contrôlées comme des frappes de l'aviation israélienne. Alors qu'on voit bien les édifices, l'explosion est à la base et l'édifice qui descend comme ça, comme une démolition contrôlée, comme les tours jumelles du 11 septembre. مباني سكنية الآن يتم استهداف البرج فلسطين الآن يتم استهداف البرج الآن. Désolé, ça, c'est pas des missiles, les gars. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا Et donc, tout ça pour dire, c'est-à-dire que pour avoir une démolition contrôlée, il faut que tu sois sur place comme des semaines à l'avance, au minimum des jours à l'avance pour placer tes explosifs, regarder la structure, il faut que l'édifice soit désaffecté. Donc, ça ne se fait pas comme en réaction, comme ils le prétendent, là, en réaction à un truc. Il aurait fallu que tu sois sur place, tu sais, à Gaza. Et donc, ça montre que ça a été planifié. Et donc, qu'ils le savaient et qu'ils ont laissé passer. Est-ce que je vous ai montré la vidéo de la soldate qui dit « ça se peut pas, j'ai travaillé à la frontière avec Gaza et rien ne passe, c'est la frontière la plus surveillée du monde ». שתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי. Donc, elle dit dans quelle unité elle a servi, tu sais, elle travaillait à la frontière de Gaza, dans les forces de défense israéliennes. היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה. Durant la guerre de Gaza en 2014. באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות. Personne ne peut même approcher de la frontière. La frontière est tellement sécurisée avec Gaza, c'est la frontière le bout de terrain le plus sécure au monde. Personne ne peut approcher de la frontière. לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. Tant que nous le sachions. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה. Ils disent les personnes qui sont là regardent les écrans 24 heures sur 24 et s'il y a un pigeon qui bouge, il se réveille. Il l'a réveillé la nuit pour un pigeon qui avait bougé. Si tu vois un pigeon, là, ça peut être un drone. Fait que dès que ça bouge un petit peu, dès qu'il y a un petit mouvement, elle se fait réveiller la nuit pour intervenir. על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת Il dit quand il y a une coquerelle qui passe sous la barrière, elle se faisait réveiller. לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. Toutes les forces étaient mobilisées dès qu'il y avait un petit mouvement de rien du tout. איך נכנסו עם טרקטורים, 400 איש Et donc, 400 hommes seraient rentrés avec des tracteurs sans que les forces israéliennes le sachent. C'est complètement ridicule, vous comprenez? Comme je dis, c'est le bout de terrain le plus sécurisé au monde. Tu sais, c'est comme à Berlin, durant la guerre froide, le mur de Berlin. Tu sais, il y a des caméras partout. Dès que quelqu'un... Encore plus sécurisé que ça. Tu sais. Parce qu'il y en avait qui passaient, le mur de Berlin, là, mais là, c'est tous des potentiels terroristes. Et donc, c'est pas possible. Donc, Israël savait. Donc, il y a une opération de hameçonnage. Il y a une guerre de l'information là-dedans. Et c'est pour ça que je dis, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention, il y a de la manipulation. Et ça, c'est pour... De la manipulation, c'est pour obtenir de l'appui international pour l'intervention israélienne à Gaza. L'objectif, c'est d'éliminer complètement le Hamas, qui est le dernier caillou, celui qui empêche la formulation d'un plan de paix global pour le Moyen-Orient, le règlement de la question palestinienne. C'est comme ça que je vois ça. OK? Donc, en regardant ce que Trump a fait, parce que l'objectif de Trump, ça a toujours été la paix au Moyen-Orient. Il veut, c'est un gars qui veut la paix mondiale. Et tout ce qu'il a fait, comme je l'ai expliqué, tout ce qu'il a fait partout lors de son mandat, c'est de stabiliser les relations internationales, le système international, éteindre les zones, les foyers de tension. L'Ukraine, c'était Poutine qui devait intervenir. Et finalement, en Palestine, c'est pas Poutine, c'est pas Trump, c'est les forces armées israéliennes qui doivent intervenir pour enlever le dernier caillou, le dernier obstacle à un plan de paix global. We are saving Israel for last. OK? Donc, ce n'est pas un conflit, il n'y aura pas d'escalade, il va y avoir des tirs d'artillerie, des échanges, des gros mots de la diplomatie, etc. Il n'y aura pas de gros missiles, il n'y aura pas de grosses bombes, il n'y aura pas de... On ne s'en va pas vers la Troisième Guerre mondiale, au contraire, on s'en va vers la paix. C'est une chose qui est souhaitable. Et jusque où cette intervention israélienne ou ce qu'on voit à la télévision est orchestré, ça, c'est difficile à dire. On sait qu'ils savaient, qu'ils ont laissé faire et qu'il y a une partie de ça qui est manufacturée, hein, comme par exemple ça ici, les services secrets israéliens. Si vous avez lu un peu sur le Mossad, les services secrets israéliens, vous connaissez
l'extrême efficacité. Hein. Par exemple, cette vidéo-là, on la voit plus tard, elle est Noah Argami. Là. Une vidéo comme ça, on la voit, elle est détenue à quelque part à Gaza. Une vidéo comme ça, il y a de la métadata et de la géolocalisation dans une vidéo comme celle-là. C'est-à-dire que tu donnes ça à un expert en informatique, puis il est capable de savoir exactement où la vidéo a été tournée. Chaque fois que vous prenez une photo avec votre cellulaire, il y a des informations sur la photo elle-même, dans le fichier numérique qui dit exactement où cette photo-là a été prise. Et vous ne le savez pas, on ne le voit pas, puis c'est comme ça. Il y a énormément de... Et donc, juste... Les forces israéliennes savent exactement où est-ce qu'elle est, si elle a réellement été enlevée par le Hamas, tu sais, comme des gars sans armes, sans masque. Tu sais. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous là-dessus. Metadata, exactement. Donc, moi, je vois ça comme quelque chose de positif. On souhaite qu'il y ait le moins de personnes qui meurent, mais finalement, l'organisation elle-même, le Hamas, doit être dissoute. Et je pense que la dissolution du Hamas se fait de connivence avec la Syrie et l'Iran. Puisque la Syrie a bénéficié de l'apaisement de Trump et que l'Iran a bénéficié de l'apaisement de Trump, ils ont reçu des garanties et une vision globale d'un Moyen-Orient apaisé requiert la sortie du Hamas de l'échiquier comme l'entente, comme la sortie de Soleimani de l'échiquier, etc. C'est ça J'ai failli appeler ce web journal-ci l'art diplomatique. Donc, il faut voir ce qu'il y a. Les 6 dernières années, le contexte historique et politique nous permet de comprendre les actions qui se déroulent présentement sur le terrain. Si vous écoutez juste les médias, il n'y a rien à comprendre. Le Hamas a fait une attaque suicide de fou qui va provoquer une réaction comme totalement disproportionnée qui va mener à sa perte. Quelle bande d'imbéciles! Si c'est le cas, il est fort probable qu'il se soit fait hameçonner dans cette attaque-là, qu'il y ait des parties de l'attaque qui soient exagérées. Quand je dis des parties de l'attaque, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps non plus. Là. Quand je dis des parties de l'attaque qui sont exagérées, je prends l'exemple de mon père. J'avais le clip de mon père ici quand il est décédé il y a quelques mois. Ils ont fait jouer un clip où est-ce qu'il explique, Radio-Canada a fait jouer un clip où est-ce qu'il explique qu'ils ont été dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le Front de libération du Québec. Ils ont enlevé un diplomate. Ils avaient des revendications. Et il me l'a dit, il y a des bombes qui sautaient et c'était pas nous. Imaginez la terreur, c'est-à-dire que tu commets... Est-ce que je l'ai? Il est ici. Je pense que je vais vous le jouer. Tant qu'à y être. Une cellule du FLQ, la cellule Libération. Attendez. Je m'excuse, mon image est toujours dans le milieu, là. Ça, c'est lui, ça, ici. Attendez. Est une douche froide. Ça avait été fait de façon assez naïve, l'enlèvement. Puis on se retrouve avec l'armée au Québec, la loi des mesures de guerre, les implications politiques épouvantables. Et oui, on se sent pris dans la souricière. On voudrait pouvoir retourner chez voilà. nous. Donc, eux avaient un objectif politique limité, voulaient faire une action. Et là, finalement, ça a pris des ampleurs, une ampleur incroyable. Et il me l'a dit, c'est-à-dire que la GRC, les services secrets canadiens, faisaient sauter des bombes, commettaient des actions au nom du FLQ. Et le FLQ n'avait pas le contrôle de son image politique. Il passait pour de plus en plus des radicaux, etc. Alors qu'il y avait un large support populaire, la GRC en rajoutait de sorte qu'ils passent pour des radicaux et tout ça. Et donc, il dit, tu vois, dans la vidéo, il dit, quand il est revenu au Québec, on était dépassé par les événements. On voulait juste faire un petit enlèvement. Un petit enlèvement. Et avec alors qu'il y avait un soutien populaire, et puis c'était limité. Et puis là, il se retrouve avec des bombes qui sautent partout. Et puis, eh bien, c'est possiblement ça aussi. C'est-à-dire que Gaza, au début, la Hamas voulait faire comme une action avec une portée limitée, et ils se sont fait comme attirer dans quelque chose de plus gros avec, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ils ont été gérés par les forces de défense israéliennes. Les forces de défense israéliennes, le gouvernement israélien a accentué l'action du Hamas. Ça, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité que, comme je l'ai dit, étant donné que les gouvernements qui étaient les commanditaires du Hamas ont décidé de jeter la serviette, les gouvernements commanditaires, l'Iran et
et la Syrie ont encouragé le Hamas dans une action folle de sorte que Israël puisse répliquer et aller au fond de cette histoire-là. Il y a plusieurs possibilités, mais une chose est sûre, c'est que le Moyen-Orient se dirige vers un plan de paix global. L'Iran est à bord, la Syrie est à bord, et que ces deux gouvernements-là, qui sont les commanditaires du Hamas, n'ont plus intérêt à conserver le Hamas en Palestine. Écoutez-moi. La Syrie et l'Iran n'ont plus, étant donné qu'on s'en va vers un plan global au Moyen-Orient sous Trump va revenir bientôt, là, étant donné qu'on s'en va vers un plan global de paix au Moyen-Orient, incluant la Palestine, l'Iran et la Syrie n'ont plus besoin du Hamas et le Hamas devient un caillou dans la botte de ces gouvernements-là. Et c'est quand ça devient comme ça, quand il n'est plus utile, on tire la plug. Et c'est ça qui est en train de se produire. Et là, Trump va revenir et là, on va pouvoir appliquer le plan de paix au Moyen-Orient. OK? Donc, ça, c'est... j'aurai probablement l'occasion de raffiner ma pensée là-dessus. J'avais un web journal assez bien articulé dans ma tête vers la fin de la semaine. Et puis là, paf, c'est arrivé. C'est comme l'histoire du nazi, tu sais. On a un web journal presque tout préparé. On a travaillé, on a des planches déjà prêtes. Puis là, il y a cette histoire du nazi qui arrive à Ottawa. Et puis là, ça chamboule le web journal à la dernière minute. Et donc, je réagis encore une fois à chaud. Et je vais probablement raffiner mon analyse, mais c'est ça présentement. On s'en va vers la paix, puis le Hamas, c'est un problème. OK? On va terminer avec Trump Speaker. Finalement, ce ne sera pas un web journal si court que ça. Et donc, Trump a accepté finalement le poste de speaker. Il dit oui, si on me nomine, je vais me présenter, etc. Mais je ne pense pas que Trump, à moins de certaines. À une exception près, je ne pense pas que Trump va accepter le poste de speaker. Parce que Trump n'a rien à gagner. Entendez-moi, il n'a rien à gagner avec ce poste-là. C'est un poste administratif, essentiellement. C'est des étampes, donner la parole à quelqu'un. C'est vraiment... c'est un job de bureaucrate. Ça ne lui donne pas une tribune supplémentaire auprès du peuple américain. Ça n'a aucun avantage réel. Par exemple, il n'y a aucune différence dans le résultat. Il n'y aura aucune différence si Trump était speaker ou si Marjorie Taylor Greene ou Matt Gaetz était speaker. Un speaker, c'est un peu comme le premier ministre, on pourrait dire. Là. En France, il y a président, premier ministre. Mais c'est un peu ça. Speaker, c'est un peu comme le premier ministre. C'est lui qui est en charge de l'agenda législatif, faire quelle loi on va passer, etc., etc. Et donc, il n'y a rien que Trump ferait que Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz ou d'autres pourraient faire. Des très pro-Trump. Donc, il n'y a aucun avantage politique à aller là. Il y a deux avantages, par exemple, à faire semblant d'y aller. Il y a même des désavantages à y aller parce que tu parais comme un radical. Tu as l'air de l'empereur Palpatine là, dans les Clone Wars. C'est quelqu'un qui se présente comme un sénateur, comme au Congrès, puis qui finalement qui devient président. Là. L'optique, en termes de perception politique, c'est mauvais selon moi. Parce que ça a tout la saveur du dictateur qui se hisse à travers les institutions à tout prix pour aller chercher le pouvoir. Comme dans Star Wars. Donc, c'est négatif côté optique. Ça ne lui donne aucun avantage politique. Le fait de faire semblant de se présenter comme speaker, il y a deux avantages, c'est-à-dire qu'on peut savoir finalement quels sont tes appuis réels au Congrès. Trump est toujours là-dedans, hein? Savoir sur qui il peut réellement compter, sur qui il peut réellement compter. Et là, s'il se présente comme speaker, là, on va compter les votes. Tel congressiste, vous appuyez Trump, est-ce que vous appuyez Trump, tel congressiste, oui, non, ils vont faire le décompte, là. Comme avec l'impeachment, quand il y a eu l'impeachment, qui a voté pour l'impeachment, ils savaient qui étaient les républicains pommes pourries. Même chose avec le fait d'être speaker, ils vont pouvoir faire le décompte de qui appuie Trump à l'intérieur du Parti républicain. C'est excellent. Mais encore une fois, il n'y a aucun avantage à aller là. Et le deuxième avantage, donc, de faire semblant
de se présenter comme speaker, c'est de faire passer comme Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz ou d'autres comme un compromis. Si c'est Marjorie Taylor Greene, c'est des personnes très pro, on pourrait dire de la frange radicale du Parti républicain, là, des très, très pro-Trump. Marjorie Taylor Greene, c'est comme la branche QAnon, on pourrait dire. Là. Et donc, si Marjorie Taylor Greene se présente toute seule, tout le monde va dire « Oh my God, les radicaux santé... Non. Kevin McCarthy, on le présentait comme un radical, imaginez. Là c'est comme les radicaux ont pris le contrôle du parti. Alors que si Trump se présente, puis finalement, à la dernière minute, se retire, eh bien, à condition qu'on laisse Marjorie Taylor Greene, il y en a qui vont faire « Phew, on a évité Trump. Elle, c'est le compromis. » Comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le deuxième avantage. Faire le décompte des pros contre Trump à l'intérieur du Parti républicain, puis aussi faire passer ceux que Trump voudrait voir à cette place-là comme un compromis au lieu d'être le candidat radical. Vous comprenez? Donc, la seule, et là je vais terminer là-dessus, la seule raison pour laquelle Trump pourrait continuer, accepter le poste, se faire élire et devenir speaker, c'est si, en tant que speaker, il s'arrangeait pour mettre un terme au financement de la guerre en Ukraine et prendre le crédit de ça. Parce qu'encore une fois, Trump veut cette image de pacificateur. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué dans le Web Journal. Donc, il y a tous ces conflits qu'il a éteints, mais il voudrait aussi participer à la pacification en Ukraine. Et si il se hisse en tant que Speaker of the House et qu'il coupe les budgets, ce que McCarthy n'a pas fait, là, et il coupe les budgets à l'Ukraine, il peut revendiquer le crédit de la fin de la guerre en Ukraine. Parce qu'ils l'ont dit, là, sans l'argent américain, c'est terminé. Et donc, ça serait possible. Mais à part ça, qui serait comme un réel avantage, le job de speaker, ça sert à rien. C'est un job administratif et Trump gagne rien avec cette tribune-là. Il va parler à des congressistes, il va parler à des congressistes républicains, il va parler à des congressistes démocrates. Ça ne lui donne rien de plus, là. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est mon analyse là-dessus. On va terminer avec ça ici. Voilà, donc, phénomène s'accélère chez les moins de 50 ans. La tranche d'âge des Québécois de 0 à 49 ans a connu plus de décès que prévu depuis le début de l'année, démontrent les dernières données publiées par l'Institut de la statistique. Si les pistes d'explication sont avancées pour expliquer cet écart, comme l'impact de la crise des opioïdes, il est encore trop tôt pour statuer sur les causes exactes. Ils ne veulent rien savoir de nommer les vaccins. Il y a comme c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Il y a même Léa Clermont là, qui est allée dire comme une innocente que c'était à cause des changements climatiques à la télévision. Il y a une surmortalité à cause des changements climatiques. Elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Elle est juste allée raconter n'importe quoi à la télévision. Alors que, on sait... il y a une chose qui s'est produite. Il y a énormément d'études qui montrent qu'il y a des problèmes de santé liés au vaccin, turbo-cancer, problèmes cardiaques, mais ils ne veulent pas regarder ça parce qu'ils continuent à pousser la vaccination. Et donc, là, maintenant, ils sont criminellement responsables. Ceux qui continuent à pousser la vaccination pourront être poursuivis en justice, criminellement responsables parce qu'on avait les statistiques, on avait les données. Voilà. OK, ben, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, encore une fois, on remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Ben c'est ça. J'étais moins en forme aujourd'hui, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de mon analyse. Et donc, elle vous est rendue possible à tous ceux qui écoutaient, qui donnaient ailleurs ou qui n'avaient pas les moyens. Elle vous est rendue possible grâce à ceux qui contribuent à Radio-Québec, parce que c'est comme ça qu'on opère. Et donc, on tient à les remercier au nom de tous les auditeurs de Radio-Québec, ceux qui nous donnent un micro, ceux qui nous permettent de continuer à produire de l'analyse comme ça. Depuis 5 ans, vous êtes les anges de Radio-Québec et on vous en sera éternellement reconnaissant. On pourrait dire que durant la Troisième Guerre mondiale, espèce de gigantesque conflit, vous avez mis votre argent où votre bouche est, put your money where your mouth is, et que vous avez fait une différence. Vous avez permis à des centaines de milliers de personnes de mieux comprendre l'actualité, de ne pas surréagir. Vous avez fait diminuer la peur, l'effet nocebo et la compréhension du monde. Bravo.
Alors, voilà, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. On a toujours aussi dans la vidéo, sous les commentaires, le lien pour des dons par carte. Ça nous aide énormément. Il y a aussi les transferts Interac. Des gens qui font ça à alexis@radioquebec.ca. Il y a des gens qui font ça de façon récurrente à tous les mois et on voit les noms passer. Ils font ça dans le silence, dans l'abnégation totale parce qu'ils y croient. Et puis, alors, merci la gang. Merci pour de vrai. Il y a aussi, on a reçu le nouveau numéro de Géopolitique profonde numéro 5, avec des articles très intéressants. Un article notamment de Xavier Moreau maintenant qui écrit dans Géopolitique profonde. Hein, les enjeux économiques et militaro-industriels de la guerre en Ukraine. Un article de Xavier Moreau et aussi un article de l'excellent Lucien Cerise qu'on a reçu 2 fois à Radio-Québec. Lucien Cerise, Wokisme, immigration, LGBTQ, le déclin anthropologique des Européens. Lucien Cerise, qui est comme un peu comme Michel Maffesoli qu'on est censé recevoir, qui est exactement sur la ligne de Radio-Québec. Il y a comme peut-être 2 personnes qui recoupent exactement en ce qui concerne l'analyse globale, géopolitique, sociologique. C'est Lucien Cerise et Michel Maffesoli. Donc, on est sur, comment on pourrait dire, à la croisée de ces 2 penseurs-là. Mais je pense réellement qu'en fait, que Lucien Cerise est un beaucoup plus grand penseur que moi. Et puis, Maffesoli, lui, on n'a même pas besoin de le mentionner. Voilà. On peut voir ton bas de pyjama. Merde. J'ai-tu fait quelque chose? Comment on peut voir mon bas de pyjama? Est-ce que vous avez vu mon bas de pyjama? Pourquoi est-ce que les Patriotes ont sorti McCarthy? McCarthy était là justement pour ne rien faire et permettre... je veux dire, c'est qu'il permet un certain nombre de choses. Et à partir du moment où est-ce que le McCarthy n'est plus utile, on le remplace puis on met quelqu'un qui va couper le financement en Ukraine. Tu vois? Oui, quand je me suis levé. Merde! Merde! Ah, quand je me suis levé pour aller chercher le ventilateur. Fuck! Normalement, je porte des sweatpants, mais aujourd'hui, je porte un asti de pyjama. Je suis désolé, la gang, ça fait tellement pas professionnel. Là. C'est peut-être pour ça que j'étais le Bedengate. Ouais. Il y avait un autre Bedengate. Ouais. Normalement, je porte des sweatpants. Je suis habillé en mou quand je fais le web journal. Mais aujourd'hui, il faisait chaud. Puis c'est peut-être pour ça que je n'étais pas à l'aise. Tu sais. Pour ceux qui n'ont pas vu le pyjama, il y a toujours le replay. OK. Anyway, c'est de l'analyse sérieuse ici. OK. Est-ce que vous avez... Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de faire un petit résumé? Israël, c'est la dernière pierre angulaire d'un plan de stabilisation mondiale. Autant l'Iran que la Syrie a bénéficié de l'apaisement de Donald Trump et leur a donné des garanties. Il reste maintenant Israël, il faut stabiliser la région. Ils ont enlevé les éléments radicaux comme Soleimani et là maintenant c'est le Hamas pour pouvoir, quand Trump revient, là, c'est Israël qui fait la job, là, pour pouvoir finalement déployer ce plan de paix au Moyen-Orient. Il y a l'autorité palestinienne qui est étrangement silencieuse. Hein. Je n'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu, ça s'en plaigne pas beaucoup, en tout cas. OK. Oui, on salue les gens à qui on a serré la main hier au colloque avec Didier Raoult, Aberkan, Patrick Provost, André Berkoff, etc., etc. On a serré la main plusieurs dizaines de personnes. On les salue. C'est toujours... je ne suis pas très sorteux, mais quand je sors, ça fait du bien des fois de voir les gens qui m'ont salué. Et puis, le pyjama gate après le chess gate. Pour ceux qui ne le savent pas, là, un dimanche matin, j'étais venu genre en culotte essentiellement là, devant l'ordi. Je faisais des recherches, j'avais mon crayon. Je pense que je n'avais pas mon crayon aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. En crayon comme ça, j'avais pas de chandail. Puis j'ai parti le direct pour quelle raison, je ne le sais pas.
Puis ça a roulé pendant 10 minutes, puis éventuellement, quelqu'un m'a appelé pour me dire que j'étais en direct. J'ai arrêté, j'ai effacé, mais et j'ai rien fait de compromettant, heureusement. Je suis généralement très sage. Ça va valoir cher, les photos en chest, hein? Dans quelques années. OK. Le crayon Patrice Roy, c'est ça. Bon, on ne veut pas que ça dure une éternité. On va laisser ça ici. Je vais essayer, pour ceux qui trouvent que c'est trop long, je vais essayer de faire ça plus court. Maintenant, je ferai plus de 2 heures. Je ferai pratiquement plus de 1 heure et demie. Je vais essayer de faire des 1 heure. Puis s'il y a comme un petit moton qui reste, je ferai un micro web journal durant la semaine. OK? Oui, c'est vrai, il y avait aussi une fois, j'avais fermé le web journal, puis j'étais allé me chercher un bol de céréales, puis je mangeais les céréales, puis j'étais encore en onde. Je regardais les commentaires, je mangeais mes céréales, et puis... OK. Donc, ce web journal-là, les gens me disaient, des fois, ils me disaient, ah, c'est déprimant, etc. Ce web journal-là devrait être, encore une fois, c'est un conflit, mais qui est pour la paix. C'est un conflit pour la paix. OK? Vous voyez ça comme l'Ukraine. C'est un conflit pour la paix. Stabilisation du système mondial. OK? Ciao! Non, j'ai pas regardé le plan d'Israël des années 80 par Oded Yenon. Ben, je veux dire, j'ai sûrement vu, si on me rappelle des trucs. Mais ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, c'est le plan, le plan israélien de déstabilisation des pays autour. Là, le plan, je ne sais pas si c'est Kissinger du Moyen-Orient, où est-ce qu'on fractionne tous les États, l'Irak, la Syrie, etc. Et puis, ça, finalement, ça n'a pas fonctionné. Quand Trump est arrivé, il a dit « Assad reste ». Et ça a mis un terme à ça. OK? Good. OK. Salut tout le monde. Pour Géopolitique Profonde, vous avez les liens en dessous, dans les commentaires. On se voit trop court, 1 heure. Je sais, 1h18. On se voit la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde. Voilà, je viens de me rendre compte que j'étais encore à l'écran. J'aurais pu faire une connerie. Il y a tellement de possibilités de faire des conneries là, durant les lives. Là, c'est comme, j'ai la petite fenêtre qui est ici, et puis, ouf.